Caresse Flow. Commencer à faire un peu à donner quelques indications préliminaires. Donc, merci pour, cette soirée. Merci au docteur, Cristinelli. Je ne sais pas si c'est correct en italien ou mieux en français, Cristinelli ou Cristinelli? En italien, c'est beaucoup mieux. OK. Alors merci beaucoup. Donc, je voudrais un peu présenter, le docteur Cristinelli que va nous aider beaucoup et ce soir, il va nous parler, donc de son expérience et de l'utilise du système, Caresse Flow et de la photobiomodulation du lichen. Je vais, le docteur Cristinelli est gynécologue, obstétricien, spécialiste en chirurgie et médecine esthétique et fonctionnelle intime. A créé, exerce à la Newborn Clinic, le centre de santé de bien-être de la femme et clinique anti-âge à Épinal. Et il exerce au centre médical anti-âge à Paris aussi. Donc, il enseigne les techniques de médecin, de médecine et de chirurgie intime à l'université de Créteil et il est membre de la Société de chirurgie gynécologique et pelvien, même membre du groupe de recherche et d'innovation à restauration vaginale et membre de la Société française de médecine esthétique et anti-âge. Donc, c'est un grand plaisir et vraiment, c'est un grand plaisir de vous avoir dans cette soirée. Je voudrais informer un peu tout le monde qu'on c'est mieux de muter le microphone quand docteur Christinelle il va parler. Et on vous laisse la possibilité de d'écrire, si vous avez des questions après la présentation, à la fin de la présentation. On vous laisse quelques minutes pour, proposer, faire, des questions et peut-être c'est mieux d'écrire, les questions, sur la chat. Peut-être c'est plus facile pour répondre aussi. Et je dois vous informer qu'on va même enregistrer la soirée et donc ça sera possible sur YouTube de revoir euh, la présentation de ce soir. Donc, merci encore et je vous laisse parler. Merci encore. Merci beaucoup, Nives. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour partager et pouvoir échanger un peu sur cette prise en charge du lichen scléroatrophique et avec peut-être une combinaison un peu originale en associant le caresse flow et en synergie avec la photobiomodulation. Alors, tout d'abord, j'aime bien rappeler un peu les définitions et les bases du lichen. Donc, on sait que c'est une dermatose inflammatoire qui est chronique, qui prédomine dans la région anogénitale. Sont des lésions plutôt atrophiques et scléreuses, souvent symétriques en forme de 8. Donc, ce sont des lésions relativement caractéristiques et le diagnostic clinique est plutôt aisé. Les conséquences fonctionnelles sont très importantes chez les femmes avec un retentissement fonctionnel important et puis aussi un risque oncologique avéré qui nécessite qu'on s'y intéresse également. Dans la classification, ça fait partie des dermatoses inflammatoires lymphocytaires chroniques et c'est bien sûr différent du lichen plan, à la fois sur le plan clinique, histologique et thérapeutique. Concernant sa prévalence et sa répartition selon l'âge et le sexe, il existe une bimodalité d'apparition. On a des formes juvéniles avant la puberté, des formes post-ménopause qui représentent la majorité des cas, dans plus de 80% des cas, avec un sexe ratio fortement en faveur des femmes. 10 femmes sont touchées pour un homme. Comme je l'ai dit, l'atteinte génitale est prédominante, elle est présente dans 85 à 95% des cas, mais il peut exister des formes extragénitales qu'il faut rechercher, notamment les zones cutanées et des atteintes muqueuses qui sont plus rares. La prévalence dans la population générale, on la retrouve de façon un peu éclectique dans les publications. C'est estimé entre une femme sur 300 et une femme sur 1000, ce qui est quand même loin d'être négligeable dans nos patientèles.
Le diagnostic, on le remarque, il est souvent retardé. Il peut prendre jusqu'à 5 ans avant d'être posé et ce retard impacte vraiment la prise en charge de la patiente. Alors pourquoi ce diagnostic retardé? Ben, il y a souvent une confusion avec d'autres affections qui sont au début des lésions qui sont confondues avec des mycoses vulvaires. Ça peut être pris pour des eczémas chroniques. Et la conséquence du retard, ben, en fait, c'est des traitements qui sont complètement inadaptés ou inefficaces, et voire pire, qui peuvent aggraver les symptômes possiblement. Alors, c'est intéressant de recadrer l'origine du lichen, qui est multifactorielle, selon ce que nous demandent les patientes en consultation. Quelle est l'origine de cette maladie? Alors, elle est multiple. Il y a tout d'abord une composante auto-immune qui est plutôt prédominante, mais il y a aussi des facteurs génétiques impliqués. Cet après-midi encore, je recevais une jeune patiente, hein, de 30 ans qui présentait un lichen déjà avancé et qui m'expliquait que sa sœur et sa mère en étaient également atteintes. Et puis, il peut y avoir des facteurs mécaniques et infectieux possibles. Les facteurs mécaniques peuvent être parfois des facteurs déclenchants. Alors, concernant la composante auto-immune, eh bien, c'est intéressant de voir que 20-40% des patientes présentent une maladie auto-immune qui est associée à ce lichen, comme une thyroïdite de Hashimoto, un vitiligo ou un diabète de type 1, voire un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, c'est à avoir en tête parce que c'est aussi à rechercher quand une patiente se présente avec cette pathologie. On trouve des anticorps, des anti-ECM1, des BP180 et parfois des anticorps antinucléaires qui sont retrouvés dans certaines études. Il y a toujours un infiltrat lymphocytaire, j'ai dit au début, avec une présence de lymphocytes CD4+ et CD8+, et une médiation immunitaire. Les facteurs génétiques, qu'est-ce qui nous fait penser à ça? Bon, à part les histoires cliniques, ben, il y a des associations avec des allotypes HLA spécifiques, et les plus impliqués sont le DQ7, le DQ8, le DQ9. Les antécédents familiaux à l'interrogatoire, comme je vous le disais, sont présents dans 8 à 12% des cas, ce qui nous fait penser à une prédisposition génétique. Les facteurs infectieux, quant à eux, sont plutôt controversés dans la littérature. Alors, il y a quelques études sur le Borrelia burgdorferi, mais c'est plutôt des recherches anciennes qui suggéraient un rôle possible et actuellement, il n'y a vraiment aucune confirmation scientifique actuelle. Il y avait eu une hypothèse quant au lien avec le papillomavirus et aucun lien actuellement n'a été confirmé dans ce contexte, ni dans les carcinomes. Donc, en fait, concernant les facteurs infectieux, c'est plutôt débattu et ce serait nécessaire d'avoir quelques études pour avoir des éléments supplémentaires. Alors, les symptômes principaux, je les rappelle brièvement, c'est souvent le prurite vulvaire qui est chronique, qui est souvent intense et persistant, la sensation de brûlure, la dyspareunie également. Donc, c'est une dyspareunie qui intéresse surtout le vestibule ou alors qui peut être en lien à une sténose si on a un stade plus avancé de la maladie. Et en tout cas, il y a une gêne fonctionnelle qui impacte réellement les activités quotidiennes et bien évidemment, on découvre une gêne psychosexuelle avec des conséquences non négligeables sur la vie intime et sur le bien-être. Alors, les lésions cliniques, comme je le disais, sont caractéristiques. C'est des plaques blanches, nacrées, avec une apparence en porcelaine. Les atteintes cutanées montrent une atrophie de la peau, une fragilité, des fissures souvent. Il y a parfois des ecchymoses. Et puis, la localisation est assez typique autour de la vulve et de l'anus, avec une figure en 8. Et puis, cela peut entraîner des modifications anatomiques qui peuvent parfois évoluer avec des fusions des petites lèvres. Voici quelques photos classiques. Donc, en général, quand on a ce tableau-là, eh bien, on est quasiment certain du diagnostic. Il y a peu d'erreurs possibles. Alors, les complications concernent essentiellement l'altération de la qualité de la vie. Donc, c'est intéressant d'utiliser des scores qui apprécient cette qualité de vie. Il y a des complications anatomiques, hein, des accolements, des sténoses, parfois qui peuvent conduire à des incontinences urinaires, même par engorgement, qui sont dues à la sténose urétrale. L'encapuchonnement du clitoris aussi est relativement fréquent. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas louper, c'est la transformation maligne avec des carcinomes épidermoïdes vulvaires qu'on va retrouver dans 3 à 6% des cas. Et ce risque est vraiment accru quand il n'y a pas de traitement ou encore moins de suivi médical. Donc, les facteurs aggravants, c'est bien sûr l'absence de traitement et les patientes qui sont moins suivies, non suivies ou qui sont en errance médicale.
Alors l'indication de la biopsie, elle est rarement systématique. Ça va plutôt la réserver lorsque nous avons une résistance au traitement, lorsque la lésion nous paraît atypique, hein, lorsqu'il y a une érythroplasie, une pigmentation, voire une ulcération. Là, il ne faut vraiment pas hésiter à biopsier. Et c'est cette biopsie qui confirmera la suspicion que l'on peut avoir de transformation néoplasique. Alors, un rappel sur les critères histologiques qui suivent un peu la clinique, c'est-à-dire qu'on a une atrophie de l'épiderme, une hyperkératose, une zone claire qui est sous-épithéliale avec un œdème dans le derme, et on retrouve systématiquement un infiltrat lymphocytaire sous-jacent. Donc, le diagnostic ANAPAT, il est relativement aisé et il y a peu de doute quant au diagnostic sur la biopsie. Alors, quel traitement utilise-t-on habituellement? Les dermocorticoïdes, hein, qui sont le traitement initial, donc sous forme de crème, par exemple le Dermoval. L'application, c'est 1 fois par jour pendant 4 semaines, avec une réduction progressive, en général 3 fois par semaine pendant 1 mois, puis 2 fois par semaine, avec une durée minimale du traitement initial de 3 mois. Et l'objectif clinique, blanchiment des lésions, disparition du prurite, mais c'est surtout faire disparaître tous les symptômes qui peuvent altérer toute la qualité de vie de la patiente qu'on a vue précédemment. Les alternatives thérapeutiques que nous avons et leurs indications lorsque ça ne répond pas à ces traitements des dermocorticoïdes, et c'est quand même assez fréquemment le cas. Alors on a le Protopic qui est du Tracolimus. Alors en gynéco, c'est utilisé hors AMM, hein. Ça va être utilisé pour des patientes intolérantes ou réfractaires. La photothérapie en UVA ou UVB, surtout pour les formes extragénitales. On peut utiliser, j'ai utilisé d'ailleurs très souvent, avant le Caresse Flow, le laser TO2 ou la radiofréquence. Donc c'est actuellement en recherche, mais à titre personnel, ça m'a pas toujours donné des bons résultats, tout du moins sur les symptômes en phase aiguë, avec parfois une aggravation. Puis la chirurgie, elle peut être indiquée essentiellement pour lever des synéchies ou des sténoses, en particulier du capuchon clitoridien ou de la fusion des petites lèvres qu'on peut voir parfois. En tous les cas, il faut quand même associer un traitement médical avant ou après cette chirurgie. Alors, un outil intéressant est donc arrivé sur le marché, c'est CaresFlow. Alors, CaresFlow, c'est une association d'oxygène concentré avec de l'acide hyaluronique. Donc, c'est intéressant pour une diffusion locale et une action ciblée. Je montrerai une petite vidéo tout à l'heure, mais on utilise une sonde vaginale ou une application externe ou les deux. Et puis, on va observer des mécanismes physiologiques à différents niveaux des tissus et au niveau cellulaire, avec une amélioration potentielle de la santé locale. Voilà, ça c'est ce que promet cette technique. Alors, l'action au niveau cellulaire, tout d'abord, donc on va distinguer l'oxygène et l'acide hyaluronique. Donc là, je vais parler de l'oxygène. Au niveau cellulaire, ça permet donc une augmentation de disponibilité intracellulaire. Ça favorise l'entrée d'oxygène dans les cellules avec une optimisation des réactions métaboliques qui dépendent de l'oxygène. Ça améliore l'activité enzymatique également, notamment les enzymes qui sont impliquées dans la synthèse du collagène, et ça participe donc à une régulation des réactions biochimiques. Ça permet une hydroxylation du collagène, enfin en tout cas une facilitation de cette hydroxylation, et vous savez que le collagène doit être hydroxylé pour avoir une stabilité dans le temps. Et enfin, donc, ça permet une synthèse de collagène fonctionnelle en raison de cette meilleure activité enzymatique. Donc ça, c'est les bases physiques, et on voit bien qu'on peut imaginer un intérêt dans le lichen scléroatrophique. Au niveau cellulaire, on va stimuler grâce à l'oxygène les facteurs de croissance. Ça augmente l'expression, ça n'augmente pas les facteurs de croissance, mais leur expression, notamment du VGEF et de l'EGF. Et on sait que ces deux facteurs de croissance sont impliqués dans la réparation tissulaire, mais également dans la prolifération des fibroblastes. Et puis, on peut espérer une multiplication des fibroblastes sous l'effet de l'oxygène. Ainsi, on participe à une fabrication de tissus de granulation, avec une réépithélisation et une reconstruction de l'épiderme.
peut voir la fermeture de plaie d'une façon également plus rapide. Deuxième action de la technique, c'est l'acide hyaluronique, avec une action, encore une fois, au niveau cellulaire, avec une hydratation intense, une humidification de la muqueuse et donc une augmentation du confort local. Sur la muqueuse, l'acide hyaluronique également renforce la barrière renforce la barrière qui lutte contre les agressions extérieures. Ça prévient les irritations et les lésions. Mais aussi, on a un effet réparateur avec une stimulation des tissus, une accélération de la cicatrisation. Ça favorise également le déplacement des cellules nécessaires à la réparation tissulaire. Et donc, on optimise le phénomène de guérison. Donc en fait, bon, tout ça, ce sont des mécanismes bien connus et bien étudiés maintenant depuis plusieurs années. Après, la façon originale, c'est de la façon dont on le distribue. Alors au niveau tissulaire, on a aussi une action intéressante de l'acide hyaluronique. On a une néocollagénèse. Donc on voit bien l'association avec l'oxygène, une amélioration de la microcirculation. On observe des nouveaux néo-orgiogénèse avec des nouveaux capillaires. Et ces tissus, grâce à l'oxygène, sont mieux oxygénés. Alors, on a également une action intéressante sur le microbiote. Alors, ce ne sera pas forcément le sujet ce soir par rapport au lichen. Alors, on a vu que l'origine infectieuse du lichen, elle est pas forcément bien établie. Mais si on pousse la description de cette technique, l'oxygénation au niveau du microbiote vaginal est vraiment intéressante parce que on bloque la prolifération des bactéries anaérobies et donc une réduction des vaginoses. Et puis, ça permet un maintien de l'équilibre du microbiote vaginal grâce au lactobacille. Donc, on a également un rôle intéressant au niveau de cette santé du microbiote vaginal. Alors, si je peux résumer les effets du Caresse Flow, eh bien, on a une synergie réelle entre l'oxygène et l'acide hyaluronique pour une efficacité accrue, un effet métabolique avec une stimulation de l'énergie cellulaire et du collagène fonctionnel, un effet régénératif, mais aussi un effet hydratant et protecteur et un effet antimicrobien naturel. Alors, comme 1 plus 1, ça ne fait jamais 2 en médecine régénérative, on fait plutôt 3, voire 4. Déjà, on a une belle association entre l'oxygène et l'acide hyaluronique du Caresse Flow. L'idée m'était venue, en fait, d'associer systématiquement aux procédures Caresse Flow la photobiomodulation. Alors, rapidement, la photobiomodulation, je pense que beaucoup connaissent, mais peut-être certains découvrent. Dans le cadre du lichen, on va utiliser une photobiomodulation quadriceptale, c'est-à-dire qu'on va utiliser 4 couleurs. Donc, on va utiliser des lumières de faible intensité qui sont non thermiques et qui vont stimuler les cellules par une activation mitochondriale et une modulation de l'inflammation. Donc, pour rappel, chaque longueur d'onde possède des propriétés que je vais rappeler. C'est les longueurs d'onde que nous allons utiliser lors de notre protocole. Donc, une longueur d'onde entre 570 et 590 nanomètres. Donc, ça va dépendre essentiellement des machines que vous utilisez. Mais donc, une lumière jaune avec des photons qui vont avoir une pénétration plutôt superficielle, donc intéresser la muqueuse et avoir un effet apaisant, anti-inflammatoire léger, une très légère amélioration de la microcirculation des capillaires superficiels, mais surtout une reddition de l'érythème, des brûlures et de l'irritation. Et ça favorise également l'épithélisation avec la réparation des tissus, mais superficielle. La longueur d'onde du rouge, qui va varier entre 600 et 700 nanomètres, elle va avoir une pénétration plus profonde, une pénétration au niveau des dermes et de la muqueuse moyenne, avec une activation de la mitochondriale, une augmentation de la production d'ATP, et donc par conséquent une réparation cellulaire. On a aussi un effet anti-inflammatoire puissant en réduisant les cytokines pro-inflammatoires, une action antifibrosante avec une stimulation des fibroblastes et une induction de la néocollagénèse, encore une fois avec l'activation du VEGF. Et ceci améliore l'oxygénation tissulaire. On a également une action antinociceptive assez intéressante, donc analgésique, avec cette longueur d'onde.
L'infrarouge, quant à lui, va avoir une pénétration plus profonde, hein. Plus on va augmenter les longueurs d'onde, en fait, plus on va avoir une pénétration profonde dans les tissus. Alors cette fois, on va recruter les mitochondries qui sont présentes dans les tissus plus profonds et améliorer la régénération cellulaire. On a également un effet anti-inflammatoire, une action antifibrosante, mais plus en profondeur, une stimulation de la néo-angiogénèse. La lumière bleue, quant à elle, donc, a une longueur d'onde plus courte. En général, on est à 470 nanomètres, donc très superficielle. Elle a vraiment un effet antiseptique et naturel. Et son mécanisme d'action, c'est la production des radicaux libres de l'oxygène. Donc, on a une action vraiment sur le biofilm qui limite les récidives infectieuses. Son objectif, c'est de créer au niveau vaginal un environnement muqueux qui est plus sain. Donc, si je résume les effets de la photobiomodulation, par rapport à ces 4 spectres que nous allons utiliser, ben, on va améliorer la microcirculation superficielle, on va assurer un effet antiseptique superficiel, on va stimuler la régénération cellulaire et tissulaire. Donc, vous voyez que ces mécanismes d'action, finalement, sont à peu près les mêmes que ceux qu'on utilise, enfin, ce qu'on recherche avec le Caress Flow, et on peut imaginer une synergie intéressante. Alors, le protocole d'étude que j'ai fait, alors concerne un faible nombre de cas, certes, mais donc des patientes qui étaient âgées de 40 à 75 ans, étaient toutes en échec thérapeutique du traitement classique par corticoïdes. Donc en général, ma cascade thérapeutique, c'est j'utilise les corticoïdes en première intention, voire la photobiomodulation seule, en remplacement des corticoïdes pour les patientes qui ne souhaitent pas ou qui souhaitent intégrer un protocole de photobiomodulation. On peut utiliser aussi d'autres techniques comme le PRP. Mais l'idée, c'était là, en fait, de faire une évaluation clinique euh, des patientes qui avaient échappé un petit peu à tous les traitements que j'avais mis en place chez elles. Donc, on a fait une évaluation clinique avant traitement et 2 mois après les dernières séances. Alors, la description du protocole, eh bien, c'est des séances de Caress Flow, 5 séances réalisées au total avec des séances hebdomadaires, 1 par semaine. Chacun suivait un protocole très précis que je vous détaillerai après. Et puis, la photobiomodulation précédait systématiquement la séance de Caress Flow sur la même journée. Alors, on en reparlera peut-être, mais j'avais essayé l'inverse de la photobiomodulation après le Caress Flow, et là, c'est une catastrophe au niveau de la tolérance des patientes. On a une augmentation de la symptomatologie immédiate, alors qu'en faisant cette séquence-là, on a un apaisement des symptômes vraiment quasi immédiat. Alors, voici le protocole de photobiomodulation. Donc, on utilise une LED TreeWings pour la marque, donc avec une sonde interne à 470 nanomètres en dispensant 12 joules en fluence totale. Des panneaux, excuse-moi pour la coquille, externes qui, eux, vont dispenser les 3 longueurs d'onde, le 570, le 600 et le 1100 nanomètres, c'est-à-dire eh bien, le jaune, le rouge et l'infrarouge. Et la séance va durer 12 minutes. Concernant le protocole de la séance de Caress Flow, là j'ai repris ce qui était recommandé par le fabricant, c'est-à-dire une séance de 15 minutes avec 10 minutes à l'extérieur traitant la vulve avec de l'oxygène et l'acide hyaluronique. Et puis la deuxième phase, 5 minutes, qui va intéresser la muqueuse vaginale avec encore une fois de l'oxygène et l'acide hyaluronique. Alors voici pour ceux qui ne connaîtraient pas le descriptif imagé de la séance de Caress Flow. Donc là, c'est l'aérosol où on va dispenser donc, sur la vulve l'acide hyaluronique avec l'oxygène, et voici la canule interne que l'on va faire pénétrer dans le vagin pour traiter les 5 autres minutes. Donc c'est un protocole très rapide qui est
parfaitement tolérée par les patientes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'évaluation clinique. Qu'est-ce qu'ont donné ces protocoles et comment on peut se baser pour essayer d'avoir quelque chose de scientifiquement reconnu pour l'efficacité. Donc, c'est d'utiliser de façon assez simple un score symptomatique qui est validé dans la littérature, avec un score qui permet d'objectiver les symptômes cliniques, et j'utilise un score qui est reconnu dans les différentes études scientifiques. La mesure du score se fait avant le protocole, et puis on le fait donc 2 mois après la fin du protocole. Alors, tout d'abord, il y a le score de classification de la sécheresse vaginale avec l'interrogation de la patiente pour estimer ce degré de sécheresse. Alors, c'est subjectif, mais en fait, c'est ce qui nous intéresse, nous. Ce qui nous intéresse, c'est de soulager nos patientes avec une échelle d'auto-évaluation. Donc, vous voyez, avec des scores allant de 0 à 10, avec des degrés de léger à modéré, en fonction de l'impact que cette sécheresse a sur la vie quotidienne et la vie sexuelle de la patiente. Même chose pour la dyspareunie, avec une échelle de 0 à 10, avec un impact allant de tolérable à des rapports difficiles ou impossibles. Et enfin, les symptômes d'irritation, démangeaison vulvaire, avec, encore une fois, une échelle de 0 à 10. Donc, ces scores sont assez faciles à utiliser sur, pour quantifier la symptomatologie et la gêne sociale des patientes. Alors, les résultats, eh bien, c'est intéressant de noter qu'on a observé des diminutions des scores avec des ampleurs d'effet. C'est-à-dire qu'avec un score initial médian, pardon, de 19,5 et un score final pour l'ensemble des patientes de 13. Ce qui fait une diminution moyenne du score de 6,5 points entre le début et la fin du protocole, avec une petite analyse statistique qui, malgré le faible échantillon, semble être significatif. Si on rapporte ça sur les graphiques, on peut voir l'évolution individuelle des scores des patientes. Alors on voit qu'il y a une patiente dont le score a été augmenté, donc une patiente sur 13 qui n'a pas été améliorée et qui a plutôt été aggravée. Mais vous voyez que pour toutes les autres, de façon relativement significative, on le voit sur le graphique de droite, eh bien, on a eu une diminution de la symptomatologie. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt de cette association photobiomodulation avec CaresFlow? Je pense que oui. C'est vrai, je pense que c'est une approche plutôt innovante dans le traitement du lichen vulvaire. Alors, dans mon expérience personnelle, il a été particulièrement utile chez les patientes en échec thérapeutique. Les résultats préliminaires, ils semblent quand même prometteurs, avec une amélioration statistiquement significative et surtout des effets d'ampleur élevés sur les symptômes. C'est ça qui est intéressant. Euh, on peut expliquer ça par une action probable de la synergie des deux techniques. Et puis, pour moi, ça offre quand même des perspectives intéressantes, notamment pour les patientes qui sont résistantes au traitement classique. Pour résumer, cette association nous permet, grâce à la photobiomodulation, de stimuler la régénération cellulaire, pardon, de moduler l'inflammation. Avec le CaresFlow, on améliore la trophicité, on optimise la microcirculation locale. Tout ça en synergie, parce que vous l'avez vu, ces deux techniques sont à peu près avec des phénomènes identiques sur la stimulation cellulaire et tissulaire. La limite de cette étude, c'est évidemment le faible effectif. On peut difficilement généraliser à partir de 13 patientes, mais pour moi, ça ouvre quand même des pistes de réflexion vraiment intéressantes pour ces patientes qui sont en échec ou voire même pas en échec et démarrer d'emblée par ces traitements. Alors,
On a un suivi qui est court, hein, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai associé ces deux techniques, mais ça serait intéressant de voir le suivi à long terme au cours de l'étude. Maintenant, dans mon expérience personnelle, il faut clairement faire des séances d'entretien par rapport aux premières patientes que j'ai traitées et qui étaient très satisfaites de la méthode. Eh bien, on va faire une séance d'entretien, allez, une à 2 par an, en général pour maintenir, cet état de confort chez les patientes. Mais ça serait intéressant de faire une étude randomisée là sur ce point. Alors il ne faut pas oublier les soins associés, hein, et l'accompagnement psychosexuel. Alors moi j'ai la chance de travailler dans un centre où j'ai des sexologues et des psychologues, donc c'est bien aussi de ne pas négliger cette prise en charge pour, améliorer, la symptomatologie. Bien sûr, éviter tout ce qui est irritant, privilégier les soins vulvaires, doux. Heu et puis, comme je le disais, ne pas négliger cette prise en charge, psychosexuelle qui me paraît fondamentale. Et puis l'autre point, majeur, c'est bien sûr la surveillance oncologique. C'est quand même très important de la continuer avec un suivi régulier, de vos patientes parce que n'oublions pas que cette incidence du carcinome épidermoïde, eh bien, elle est d'environ 3 à 6 selon les études. Et pour donner une échelle de temps, bah, ce délai de transformation moyen, bah, il survient en général 12 à 15 ans après le début des symptômes, d'où l'importance vraiment d'un suivi à très long terme. Surtout si les patientes vont mieux, il est vraiment indispensable de les revoir. Ça, j'ai rappelé, quelques recommandations officielles, notamment pour la surveillance et la prise en charge thérapeutique classique et à la fois des références, francophones et internationales, anglophones. S'il y a quelques messages à retenir, de ce topo, bah, c'est que, finalement, quand même, je pense qu'on l'a tous vu dans notre pratique, le lichen, ça reste difficile à traiter. Parfois, on se retrouve dans des échecs, thérapeutiques et c'est là qu'on a besoin de nouvelles options. Les corticoïdes restent dans la littérature internationale, la référence thérapeutique en première intention, mais sont insuffisants dans de nombreux cas. Pour moi, la synergie entre caresse flow et photobiomodulation a vraiment une perspective, d'avenir avec des résultats plutôt significatifs qui nécessitent une confirmation et c'est quand même toujours très important, de poursuivre le suivi oncologique et psychosexuel. Ces 2 aspects-là restent complètement indispensables à mes yeux. J'ai pas parlé des améliorations cliniques, parce que ces améliorations cliniques, elles se font plutôt sur le long terme, donc ou moyen terme, on va dire. Mais on voit, donc ce sera intéressant peut-être sur un autre topo de présenter des photos avant-après avec, des suivis à plus long terme. Mais on voit vraiment une trophicité des tissus intéressante et actuellement, j'introduis le PRP dans la suite pour améliorer la trophicité, tissulaire chez les patientes qui ont bien répondu au traitement. Voilà pour, ce que je voulais vous dire, et puis, bah, bien sûr, je suis ouvert à la discussion, aux questions, si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, c'était très clair. Donc, j'espère qu'il y a quelques questions. Donc, n'êtes pas timide. Si vous avez des questions à poser. Alors moi, je n'ai pas accès au chat, donc je vois pas si Bonsoir. bonsoir, Vous m'entendez? pas trop bien. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Bonsoir, vous m'entendez?
Oui, oui, je vous Oui, entends, oui. bonsoir docteur Gravier, je travaille à Brive. On Bonsoir. a fait l'acquisition récemment là, d'abord pour un essai de Caresse Flow. Et effectivement, merci pour le topo, c'est très très intéressant. Vous avez repris des bases d'une maladie qu'on voit effectivement très très fréquemment. Et effectivement, 1 sur 300, bah, c'est peut-être moins que l'endométriose, mais c'est quand même une pathologie qu'on voit, je dirais, chaque semaine, quoi, quasiment. Mm. Alors, vous avez parlé juste à la fin qu'on aurait peut-être des photos pour un prochain topo, ça serait vraiment très bien. Moi, d'un point de vue pratique, vous les revoyez au début pour une patiente que vous avez voyez pour la première fois, vous les voyez tous les 15 jours, toutes les semaines, vous faites 4, 5 séances? Comment vous faites au Euh, niveau rythme? le protocole, c'est 5 séances à Oui, raison d'une séance hebdomadaire, une par semaine. c'est ça. Voilà. Ok. Parfois, pour des raisons logistiques, la patiente qui ne peut pas venir, ça peut arriver qu'il y ait Mm. 2 semaines d'intervalle. Mais pour les patientes que je vous ai présentées, ça a été vraiment un protocole à une semaine d'intervalle, une séance hebdomadaire. D'accord, très bien. Donc en gros, il faut compter 1 mois et demi à peu près de traitement Oui. en les voyant une fois par semaine. Ça demande une logistique, pour nous, pas évidente parce qu'on a vraiment beaucoup de boulot. Je ne sais pas si je pourrais pas déroger un peu à la règle en les mettant tous les 15 jours parce que franchement, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à côté. Mais effectivement, et après vous j'ai entendu sur la fin de votre topo, vous les voyez 2 fois par an quoi, en traitement, entretien? Oui, oui, alors, en fait, moi, je les vois à l'initiation du traitement. Ensuite, c'est pas moi qui fais le traitement, hein, c'est mon infirmière, une de mes Oui, oui, infirmières oui, oui. dans le centre, et je les revois donc systématiquement 2 mois après. Ouais. Et et effectivement, alors une fois qu'elles sont en routine, je pense qu'il faut les voir une fois par an, ces patientes, au minimum. Et Oui, bien puis, sûr. par contre, elles viennent faire en général, 2 séances par an. Ouais, Voilà. c'est ça. OK. Oui, oui, je comprends Il et faut il donc faut là, vraiment il sur faut votre vraiment leur étude, dire qu'il y a de bon, l'entretien, oui. Mmh. voilà, c'est ça. Sur votre étude, bon, il y a 13 cas, c'est vrai que c'est une petite étude, mais en gros, parce que vous ne devez pas avoir 13 patientes que vous traitez, hors étude là, dans votre pratique quotidienne, une fois qu'elles ont démarré ce protocole, elles observent quand même une amélioration clinique au bout de la deuxième séance, troisième En séance? général, dès la première séance souvent. Dès la première, voilà. OK. Oui, oui. Donc le tissu commence un peu à s'assouplir. On n'a pas Mmh. cette espèce d'effet, de plaque, enfin l'effet Exactement. de très dur que vous avez bien montré sur la nappate là. On voit très, très Mmh. bien qu'effectivement le derme se concentre et cetera et l'épiderme pardon, se concentre et le derme au contraire se démacie. Mais là, sur ce côté-là, souplesse des tissus, amélioration, trophicité, dès la première séance, c'est quand même Oui, on le voit tout de suite quoi. oui, absolument. Alors, D'accord. ce qui est intéressant, c'est bon, on a fait l'évaluation des scores aussi après chaque séance et on voit une régression. Alors parfois, il y a des rebonds, hein, au niveau du score, donc sur une petite série, c'est difficile d'en Oui, bien tirer quelque sûr. chose au niveau des chiffres. Mmh. C'est pour ça que je n'ai mis les scores qu'avant et après, traitement. Et de façon Mmh. subjective, les patientes sont nettement améliorées dès les premières séances. Ouais, bien sûr. OK, Et bon, alors, super. bon, il y a toujours des cas un peu particuliers, mais j'ai des patientes qui viennent, tous les mois, hein, 1 fois par mois, qui en ont besoin Bah oui, pour faire, soulagé parce que pour être c'est bien, voilà. il y a Mmh, des fois, c'est vrai on récupère, comme vous dites, des cas en surtout nous, en plus en Corrèze, on est quand même au milieu de tout de nulle part, hein. Donc on a des cas vraiment qui ont traîné à droite à gauche, c'est mmh, des patientes qui arrivent pratiquement, oui, avec, comme vous disiez, des cas psychosexuels, enfin, elles sont mal, hein. Franchement, mmh, mmh, c'est mmh. sûr que en plus, là, des fois, on a des stades, c'est exactement comme les photos que vous avez montrées, du Et précancer, quoi, hein. et Mmh. ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un soulagement très rapide et Bah, et oui, 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 ça, ah bah, ça c'est ça sûr. ça permet d'avoir une adéquation au Mmh. traitement Ouais, de ouais, de j'en avais façon, parlé avec, mmh, la dame, là, au mmh. congrès, là, où j'étais venu à Ginazur. Effectivement, c'est impressionnant, ouais. OK. Bah, merci beaucoup et à bientôt Alors, pour la Plaisir. prochaine séance de alors, photos, alors. alors, rebonsoir.
Bonsoir. Alors, je suppose que quelqu'un d'autre a pris la parole pour poser la question. C'était enrichissant aussi son intervention. Alors, je disais que merci pour cette belle présentation. Votre expérience, elle est vraiment enrichissante. Ma question est, je voyais que vous avez utilisé le score de la sécheresse. Mhm. Alors, serait-il utile d'utiliser le VHI, le Vaginal Health Index, qui associe beaucoup d'autres paramètres dans une autre étude? Ah, je vous entends plus bien, ça Le, grésille. le score VHI, le The Vaginal Health Index. Ah oui, bien sûr. Il y a plusieurs paramètres, entre autres Bien sûr. le purification et tout ça. Donc, Alors, tout à fait. Alors, c'est utilisé dans d'autres études, notamment pour l'aspect muqueux. Là, l'objectif, en fait, ce que je voulais me faire comme expérience et démontrer, c'était est-ce qu'on a une régression vraiment de la symptomatologie clinique de la patiente, une amélioration de la qualité de vie. Alors après, c'est assez intéressant d'étudier plein de paramètres, et c'est d'ailleurs à l'étude, hein, vous faites dans des séries qui sont en cours. Et évidemment, c'est très intéressant. Comme étudier le pH, enfin voilà. oui, Je suis d'accord avec vous. De toutes les façons, on comprend bien la taille de l'échantillon n'est pas importante vu l'incidence de la maladie en elle-même. Donc, c'est sûr que ça va être un échantillon un peu réduit. Mais c'est très enrichissant en point de vue résultat. L'idée, en fait, je vous en prie, merci. L'idée, c'était vraiment d'inclure les cas qui étaient pour moi dans des impasses thérapeutiques, en fait. Voilà. Merci. Docteur Malavin, vous avez quelques questions à poser? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je m'excuse, je suis en voiture. J'ai accédé un petit peu tard au topo, mais j'ai suivi. Nous, je suis assistante au CHU à Nice et on utilise le Caresse Flow depuis avril, surtout sur des atrophies vulvovaginales et des vulvodynies. On n'a pas eu trop de cas de lichen. Mais moi, j'avais juste une question. Si vous aviez, pendant les séances de Caresse Flow uniquement, des patientes qui se sont plaintes de brûlures au niveau de la vulve à la pulvérisation au moment de l'acide hyaluronique? Non, j'ai pas de cas comme ça rapporté. On a eu quelques fois, voilà, c'était pas au point d'arrêter la séance ou. Non, alors il faut se méfier. Oui. Il faut se méfier du diagnostic en cas de vulvovaginite ou de vulvodynie importante. Là, il peut y avoir une réaction exacerbée. C'est quelque chose qui peut se voir. Pour le lichen ou l'atrophie vulvovaginale, le SBUM notamment, non, ça, j'ai pas vu. Ok, merci. Par contre, comme je le disais, si vous utilisez la photobiomodulation, en association, vraiment le faire avant la séance. Parce que sinon, là, oui, effectivement, j'ai constaté une exacerbation de la douleur lorsque la séance de photobiomodulation est faite après la séance de Caresse Flow. Allô? Oui. S'il vous plaît, vous venez de dire que la photobiomodulation, vous le faites juste après Caresse Flow. Non, dans la même séance? Dans la même séance, oui. Juste avant. Et au même rythme? Oui. D'accord. Est-ce que vous venez de parler aussi de PRP? Oui. Donc, l'association, comment vous faites si jamais vous faites l'association avec le PRP?
Alors, si je fais l'association de PRP, maintenant, moi, ma première indication, c'est quand même le Caress Flow en association avec la photobiomodulation. Et le PRP, je vais l'utiliser plus pour restaurer les tissus lorsqu'il y a vraiment une atrophie importante des petites lèvres, pour potentialiser l'effet régénératif. Voilà. Et là, on a une bonne synergie, hein. De toute façon, Oui, on va vraiment dans le bon sens. On apporte les facteurs de croissance des plaquettes, on restimule avec la LED et la photobiomodulation, enfin avec la photobiomodulation et le PRP un petit peu plus à distance, évidemment. Voilà. Donc ça, d'accord. c'est, je pense, des perspectives vraiment d'avenir. Mais on arrive à avoir des restaurations tissulaires assez intéressantes. Très bien. Merci. Notamment chez les femmes jeunes. Hein. Là, je suis très voilà, les jeunes femmes de 30 ans. Je crois qu'il faut vraiment pas hésiter à sortir tout l'arsenal thérapeutique. Hein. Merci. Alors, s'il n'y a pas encore des questions, on laisse. Peut-être encore. Il y a peut-être quelqu'un qui va entrer. Docteur Scavo, on va tout à fait pour les docteurs qui sont un peu en retard, on va envoyer la registration et donc on peut la voir dans ces jours. Grazia, tu vas mettre la registration, donc on va vous donner un link pour la revoir. Donc, je voudrais encore vraiment un grand merci au docteur Cristinelli. On va peut-être pendant l'année ou l'année prochaine proposer quelques autres thèmes. Les docteurs sont toujours intéressés à vous écouter et c'était très, très clair. Et donc, merci encore Merci à et vous. bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et merci. Bonsoir à tout le Je ne monde. sais pas si docteur Cristinelli, vous serez à Pau. Ah non, Ok, non, je ne serai pas. Désolé. ok, Oui, oui, ok. Excusez-moi, Prochaine fois. oui, excusez-moi, MV, on m'entend? Excusez-moi. Oui, oui. Oui, en fait, je voulais juste donner un témoignage de une personne qui utilise Cariflow, c'est le docteur Dimi, et elle m'a raconté que quelqu'un lui avait parlé d'un monsieur qui avait le nickel. Euh, Mhm. et bon, mais c'est pas une dame, donc elle était un peu excitante, mais elle l'a quand même pris. Et elle a fait donc le traitement des Cariflow à ce monsieur. Et ça a été concluant tout de suite, même avant les 5e séances. Le monsieur était soulagé. Ça a été vraiment assez spectaculaire, qu'elle m'a dit. Et c'était pas une dame, c'était un monsieur. Donc, ça montre bien que Cariflow fonctionne aussi sur qui sait peut-être à l'avenir aussi, le monsieur. Mais bon. Voilà, Oui, bien sûr, c'est pas les cas les plus fréquents, mais évidemment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez l'homme. C'est exactement la même maladie avec la même physiopathologie et les mêmes mécanismes. Donc, c'est pas étonnant. Alors, c'est vrai que nous, on les voit pas souvent, hein, les hommes, mais peut-être qu'on a un rôle aussi d'information auprès de nos confrères dermatologues ou urologues qui peuvent voir ces cas-là et les informer qu'on a à disposition des outils intéressants. absolument. Mm. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Bonne soirée merci. et Bonne puis soirée à tout le monde. à tout le monde. Au Merci. revoir. Merci. Merci, merci. Caress Flow.